Mais il faut dire qu'on a des directions qui savent fortement rappeler aux infirmières qu'elles sont en hôpital fonctionnaires et qu'elles ont un devoir de réserve. Surtout, ne parlons pas des choses qui fâchent. Pourtant, il y a une réalité entière. Ça a été dit dans le reportage, le budget des hôpitaux, 70% c'est le personnel. On veut faire des économies en faisant des coupes franches. Aujourd'hui, ce qui gangrène nos hôpitaux, c'est quand même aussi l'absentéisme, qui est quand même directement impacté par toutes ces problématiques d'épuisement. Et c'est pas en niant les problèmes qu'on trouve des solutions. Donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à se préoccuper de la santé des soignants, parce qu'autrement, on pourra continuer à faire X campagnes d'affichage sur la bientraitance des patients. Si on traite mal les soignants, on traite mal les patients. Et ça, il y a urgence à réagir. Alors, on ne peut pas nous répondre toujours qu'on est dans un système d'économie. On ne fait pas d'économie en augmentant les absences, puisque l'absentéisme a un coût lui aussi. Donc, moi, il y a quelque chose qui me marque aussi dans le reportage, c'est que les soignants restent aussi avec une réelle difficulté à se positionner, mais bien souvent, ils n'ont pas une connaissance de leurs droits. L'infirmière, sa priorité, c'est la prise en charge du patient, c'est la prise en charge de sa famille le soir quand elle rentre à la maison, mais on ne lui a jamais appris à prendre soin d'elle-même. Et moi, je dis, il y a urgence à le faire, et ça commence par l'informer de ses droits, c'est le rôle des syndicats. Hélas, la profession n'est pas assez syndiquée, donc se défend très peu, et souffre énormément. Et quand je parle d'infirmière, je parle de toute la profession, que ce soit infirmière, cadre de santé, cadre sup. On a eu des lois qui ont restructuré l'hôpital. Et on a des décisionnaires qui mettent en place des choses sans connaître réellement notre rôle, nos missions et nos compétences. Et que les nouvelles organisations en restructuration sont imposées aux professionnels de terrain sans les avoir concertés au préalable. Et donc, on leur impose une organisation de travail, alors que si en amont on avait travaillé avec les concernés, les problématiques auraient été discutées, levées, et on n'aurait pas tous les freins qu'on a aujourd'hui. Et ça se retrouve pour les soignants, comme ça se retrouve chez les médecins. Parce que les choses se décident soit à l'échelon directoire avec les chefs de pôle, après ça s'impose aux cadres sup, qui sont chargés de mission pour aller imposer ça, avec parfois une vraie souffrance parce qu'on les oppose entre une mission cahier par des gestionnaires et leurs propres valeurs soignantes. Et après, il y a un mandat à porter, c'est très lourd, elles se retrouvent confrontées à des équipes qui ne peuvent pas mettre en place, qui vont faire preuve d'une certaine colère, il va falloir gérer cette colère, et elles ne sont pas non plus soutenues par la direction qui leur impose de porter le mandat. Donc ça, c'est une vraie catastrophe dans la gestion. Et il y a vraiment une grosse difficulté. On a aujourd'hui des personnels d'encadrement, que ce soit cadre de santé ou cadre supérieur de santé, qui ont peur d'aller au-devant des équipes, parce qu'elles savent très bien que sur le terrain, ce qu'elles vont devoir présenter va faire une levée de bouclier catastrophique. Donc on arrive à des situations d'évitement. On n'ose même plus répondre parce qu'on sait que le projet, on n'arrivera pas à le mener. Et on a même aujourd'hui, quand on parle de souffrance au travail, à accompagner des cadres de santé, des cadres sup vers une prise en charge. Dans les équipes, les cadres sont témoins aussi, mais on ne les a jamais formés non plus à identifier les signes de l'épuisement professionnel. On ne les aide pas non plus à accompagner leur personnel, alors que parfois elles-mêmes sont aussi en détresse et en souffrance. Donc c'est un cycle infernal. Et dans le reportage, on a quand même eu des chiffres donnés sur l'étude L'Express, enquête de satisfaction des soignants de 2005-2006, ça a été présenté au ministère. Un peu plus tard, il y a eu une étude, qui était l'étude CESMAT, sur aussi la satisfaction des médecins. Si on croise les deux enquêtes, elles mettent en avant, toutes les deux, que les soignants et les médecins disent qu'il faut qu'on arrive à se reparler à l'hôpital. Moi, quand j'ai démarré à ma carrière, on faisait des staffs, on échangeait et tout. C'est de plus en plus rare, on prend plus le temps de parler des patients. Il faut courir, il faut faire de l'acte, mais quand est-ce qu'on se pose entre professionnels pour échanger et aller de l'avant? Et du coup, ça génère autre chose, c'est que maintenant, beaucoup de professionnels n'ont qu'une envie, c'est de sortir, d'aller à la maison, de parler d'autre chose. On prend des fois des transmissions de plus en plus courtes. Et là où avant, un petit problème de service, on en parlait, on arrivait à poser les choses, aujourd'hui, ça crée des tensions énormes. Alors on va beaucoup médiatiser les violences hospitalières en termes de violences, des agressions extérieures, il y a un couteau, il y a une arme à feu. Par contre, on ne parle pas du tout des violences internes. Des personnels qui sont en train de s'agresser entre eux parce qu'ils n'en peuvent plus. Des médecins et des cadres qui sont en train de s'agresser. Quand vous avez une situation où vous êtes appelé à réagir parce qu'on est obligé de ceinturer un médecin pour qu'il ne frappe pas un cadre, c'est que ça va mal. Mais il ne faut surtout pas en parler.
Donc il y a un moment où, encore une fois, si on ne va pas à la base retravailler tout ça, parler de ces problématiques, on ne s'en sortira jamais. Il faut que les professionnels osent dénoncer quand même ce qui se passe. Pour ça, ils sont accompagnés. Je rebondirai sur le propos, il y a des CHSCT. Hélas, les professionnels, quand nous, syndicats, passons dans les services, ils voient encore le CHSCT, ils ne savent pas ce que c'est. Et bien souvent, ils ont peur. Quand on dit, mais attendez, il faut qu'on regarde un petit peu vos plannings, attendez, il faut qu'on demande au cadre si on a le droit de vous le montrer. Ben non, je suis désolée, un membre de CHSCT, il a le droit de voir les plannings, il a le droit de s'inquiéter des bornes de repos obligatoires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on ne respecte pas les repos, on ne peut pas attendre qu'il y ait une prise en soin de qualité, on ne peut pas entendre qu'il y ait la santé des agents si les rythmes de travail ne sont pas respectés. Et ça, c'est un vrai souci. Moi, je vous parlais d'une collègue que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, avec qui j'ai travaillé des années, qui était très très compétente, et que j'ai vue là dans une réponse à un patient. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, ça heurtait mes valeurs professionnelles, mais je ne la reconnaissais pas surtout. Donc je suis allée la voir, on a regardé son planning. Il n'y a aucune borne de repos de respecter. Elle était totalement épuisée. Et quand on s'est posé, elle a craqué en larmes parce que voilà, c'était une situation d'épuisement. Mais sur qui ça retentit? C'est aussi sur le patient. Donc il faut arrêter avec la corde sensible, bonne conscience professionnelle. Il faut accepter de revenir parce qu'il y a les collègues, parce qu'il y a le patient, parce que l'infirmière, elle n'est pas non plus... Comment? Est-ce que vous avez porté sur les soins de cette situation, s'il vous plaît? Et bien sûr, on a accompagné la professionnelle, on a revu les bornes horaires, on est monté à la direction, on a géré pour avoir les remplacements des absences. Parce que qu'est-ce qui fait qu'elle était épuisée? C'est qu'il y avait des absences qui n'étaient pas remplacées. Il fallait qu'il... Attendez, madame, je vais vous passer le micro juste après. Laissez terminer. Après, je vous passe le micro. Non, mais on peut échanger, il n'y a pas de souci. C'est vrai que cette situation d'épuisement, il faut aussi... Nous, on est là pour la dénoncer, mais il faut aussi accompagner les professionnels quand ils font la démarche. Alors après, il y a différentes étapes, parce que si on est dans une situation d'épuisement où il va falloir d'abord faire une prise en charge santé pour le professionnel, ça va être la première démarche. Mais après, on va chercher à identifier les causes, et si les causes sont liées à des problèmes de gestion d'absence et d'avoir des remplacements d'effectifs, c'est notre rôle aussi de montrer le créneau effectif. Ce que j'ai entendu quand même dans votre propos, mademoiselle, tout à l'heure, j'ai peur. Alors moi je dis, arrêtez d'avoir peur, positionnez-vous, n'ayez pas honte d'être infirmier, de faire valoir vos compétences et votre décret de compétences. Quand j'ai entendu tout à l'heure, je fais du relationnel, eh bien oui, l'éducation, la prévention, c'est des missions infirmières, et oui, c'est dans nos textes, et n'ayons pas honte, positionnons-nous et faisons-les valoir, parce que oui, on doit faire aussi notre boulot, être là pour la qualité des soins, et on n'a pas à en rougir. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un management qui ne correspond pas, qui ne nous permet pas de faire des soins de qualité 24 heures sur 24, qu'on doit l'accepter. On a le droit de se positionner, mais se positionner au regard des textes, de nos règles professionnelles. Et pour ça, il faut les connaître. Il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas souffrir en silence. J'ai entendu tout à l'heure la collègue mutualiste parler de solidarité. Ben oui, la clé, elle est là. J'ai entendu évoquer le mouvement 88, 91, 100 000 infirmières dans la rue pour exiger des choses. Derrière, au-delà des avancées infirmières, on a mis en place des conseils de service. Aujourd'hui, on les a hélas perdus. Mais on n'arrive plus aujourd'hui, et mademoiselle l'a dit, on a du mal à mobiliser. Les syndicats, ils sont prêts, ils sont là, ils mettent des préavis. Les soignants ne sont pas forcément dans la rue. Parce qu'on a eu quelque part une situation, sur plusieurs années, là, de pénurie infirmière, où finalement... Tout le monde l'a joué un peu individuel en disant ben, ça ne fonctionne pas là, à l'hôpital, je vais peut-être tenter le privé ou alors je vais aller m'installer en libéral. Alors que les conditions d'exercice aujourd'hui, infirmières, quel que soit le secteur d'activité, se sont dégradées et sont devenues de plus en plus difficiles. Alors peut-être, hélas, le chômage infirmier qui est en train de monter dans certaines régions fera qu'on arrivera peut-être à se poser tous ensemble et à dire cette fois ça suffit, on est des professionnels, on veut être reconnus et on veut faire des soins de qualité. Bravo. Je voudrais donner une note positive, même si on n'est pas au bout du chemin au centre hospitalier où j'exerce. On a mis en exergue ces problématiques d'organisation de travail. On a demandé à ce qu'on arrête de mettre d'un côté l'organisation médicale et l'organisation paramédicale, mais bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse rediscuter ensemble les organisations. Et alors ça n'a pas été simple, mais ça a nécessité, madame disait tout à l'heure, il faut peut-être se mettre à plusieurs. C'est le CHSCT, c'est les organisations syndicales, c'est le médecin du travail. Ça peut être collégialement qu'on y va, c'est pas simple. Il a fallu planter la tente sous l'hôpital pendant 1 mois, tous ensemble, tous les syndicats.
avec des actions près des élus, mais les personnels mobilisés. Aujourd'hui, cet établissement est dans une phase d'action sur les réorganisations des services qui implique médecins paramédicaux et direction, avec bientôt de nouvelles chartes de fonctionnement. L'histoire ne dit pas encore, on verra. Je sais bien que tout n'est pas appliqué. Maintenant, il va falloir se battre sur le respect de ce qui a été mis en place. Mais ce n'est pas impossible de retravailler sur ces organisations. Et c'est plutôt sur cette note positive que je voulais terminer.